Donc, commençons par les avancées du projet. Donc, les progrès les plus marquants du projet ITER actuellement, c'est l'assemblage de la chambre à vide. Donc, on va passer un petit peu de temps là-dessus dans les différents points que vous avez souhaité évoquer. Comme l'ASNR a pu le voir la semaine dernière, un quatrième secteur, donc un quatrième des 9 secteurs de la chambre à vide a été positionné dans le puits. Donc, il a été positionné fin janvier 2026. D'accord. Et le prochain secteur est prévu d'être positionné. Hein, c'est le mois de mai, je crois, non? ouais, c'est avant la fin du premier semestre 2026, donc dans les semaines à venir. D'accord. Là, il y a marqué juillet, mais c'était une date un peu conservative. A priori, on sera dans les semaines à venir pour le 5e secteur dans la chambre à vide. Toujours, je reviendrai là-dessus. Je reviendrai sur la procédure d'assemblage au sens large. Toujours activité marquante, si vous vous rappelez de votre visite, pour ceux qui ont pu le faire au bâtiment d'assemblage, là, le plus grand des bâtiments d'ITER. C'est l'assemblage du solénoïde central. Donc, je vous rappelle qu'il y a 4 séries d'aimants dans ITER, dont le solénoïde central, qui est celui qui va servir à initier le courant dans le plasma et à commencer à chauffer le plasma jusqu'à peu près 1 million de degrés. Niveau de température à partir duquel l'effet ohmique pour les plasmas se casse un peu la figure. Et donc, il faut utiliser d'autres types de moyens pour continuer à chauffer le plasma jusqu'à plus de 100 millions de degrés. Donc, sur le solénoïde central, le 5e module a été assemblé en novembre 2025. Donc, il y a des premiers essais qui ont été réalisés sur le solénoïde central, mais son assemblage n'est pas terminé. Il y a 6 modules en tout à installer. Donc, ces modules-là, ils sont fournis par l'agence domestique américaine. Et donc, le 6e module, il est arrivé sur le site. Donc, il est positionné dans le secteur dans le bâtiment d'assemblage. Il est en cours de test actuellement. Et puis après, il sera positionné, donc ce qu'on appelle empilé, puisque c'est vraiment un empilement, en juillet 2026. D'accord. Et on avait eu une difficulté avec un des modules. Un coup a été remplacé. Et le 7e module, qui n'est pas utile parce qu'on n'a que 6 modules, théoriquement, il a été réparé et il servira comme pièce de rechange au cas où. D'accord. Donc, on a 7 modules sur le site. Le 6e va être empilé. Je vous rappelle que ce que vous voyez là au milieu, c'est la colonne d'assemblage, qui est une colonne provisoire qui sert pour l'assemblage des secteurs. Puis, quand les secteurs auront été soudés et que tous les éléments auront été positionnés sur leur support définitif, cette colonne sera retirée et sera remplacée par le solénoïde central. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'à 1 million de degrés, on était obligé de basculer sur d'autres moyens de chauffage. Donc, il y a 3 moyens de chauffage additionnels. Il y a 2 chauffages qui sont du type micro-ondes, qui sont des excitateurs, des fréquences électroniques. Donc, il y a électromagnétique. Donc, il y a deux systèmes différents. Il y a un système qui excite les électrons et un système qui excite les ions. Donc, on a ce qu'on appelle ECRH et ICRH. D'accord. Donc, E pour les électrons et I pour les ions. Et donc, les systèmes ECRH qui sont fournis par l'agence domestique japonaise, il y en a 2 qui ont été installés et un qui est déjà opérationnel pour la mise en service. Donc là, actuellement, il y a des premiers tests qui sont réalisés pour la mise en service et le test de ces systèmes de chauffage. D'accord. Donc les 2 systèmes que j'ai évoqués, donc, qui vont exciter les ions et les électrons, et il me manque un moyen de chauffage qui est l'injecteur de particules neutres dont on avait discuté lors de votre visite sur le site. Vous aviez demandé des informations complémentaires sur la façon dont marchait cet accélérateur de particules neutres qui, par collision, va venir chauffer les particules du plasma. Donc, 4 systèmes. Pardon, quand vous parlez de mise en service, c'est mise en service de ces systèmes de chauffage. Des systèmes de chauffage, oui. De l'implantation nucléaire. Oui. Ouais. De ces systèmes-là, on est en train de... Donc, plus clair, ce n'est pas une vraie mise en service, c'est ce qu'on appelle une mise en service, on va dire, partielle, à des fins de test. D'accord. C'est pour tester les systèmes. On parlait de tests, on parlait de tests d'ailleurs à l'instant. Donc,
Le directeur général actuel d'ITER, Pietro Barabaschi, quand il est arrivé, a souhaité qu'on puisse tester une partie des autres aimants, donc les aimants, une partie des aimants poloïdaux et une partie des aimants toroïdaux, dans une installation dédiée, qui est l'installation que vous voyez là. Je ne sais pas si je peux utiliser un pointeur. Oui, voilà. Ouais, mais sur les France TV, ouais. Donc à distance, je suis désolé. Donc il y a l'installation que vous voyez là. Et en fait, une installation qui ressemble au cryostat, donc la grosse bobine dans laquelle va se trouver la chambre à vide d'ITER, et dans laquelle on va venir positionner, de fait, il y en a un qui est actuellement positionné, un aimant, là en ce moment toroïdal, qui va être alimenté exactement comme il sera alimenté dans la chambre à vide d'ITER, en conditions de fonctionnement, et donc pour ça, refroidi exactement dans les mêmes conditions. Et on va tester tout un ensemble de choses autour de ces aimants. D'abord, les performances des aimants, toutes les performances des raccords, parce qu'évidemment, ces aimants, ils sont raccordés à un ensemble de systèmes. Toute la partie isolation haute tension, parce qu'il y a des grandes différences de température. Tout ce qui est les systèmes, alors le principe des systèmes de protection en cas d'arrêt brutal. Ce qui peut se passer, c'est que si jamais on a un arrêt brutal de l'alimentation de l'aimant, il faut qu'on arrive à évacuer la puissance électromagnétique à l'intérieur. Donc il y a des systèmes qui servent à faire ça. Donc on ne va pas tester les systèmes réels, mais on va tester le principe dans un système dédié. Et puis la partie aussi refroidissement, donc, parce qu'on a besoin de refroidir les aimants, donc la partie cryogénique, et globalement les performances thermohydrauliques des bobines, c'est-à-dire les systèmes de refroidissement eux-mêmes. Donc je vous rappelle que les aimants, ils sont refroidis à 4K, c'est-à-dire à moins 269 degrés. Donc là, vous voyez la moitié du cryostat de test. Et donc, juste de l'autre côté, vous avez l'autre partie qui va être mise dessus pour démarrer les tests. D'accord ? Un point qu'on avait, je pense, pas évoqué la dernière fois, c'est la partie divertor. Donc, le design du divertor, des systèmes divertor, donc qui sont positionnés au fond de la chambre à vide et qui sont là pour encaisser une grosse partie des flux thermiques, la majorité des flux thermiques liés au plasma, et aussi d'évacuer une bonne partie des impuretés. Donc, ces divertors, le design est finalisé, la production de série de ces modules divertor est en cours. Et donc, vous avez là un schéma du corps en haut à gauche. En bas, vous avez le schéma un peu détaillé. Je vais plus facile là. Donc là, vous avez le corps. Là, vous avez la partie qui est la plus en bas, qui est le dôme. Et puis, les deux cibles, dites cibles internes et cibles externes. Et donc, l'ensemble de ces composants-là ont été designés, sont en phase de production. Alors, voilà pour l'avancée du projet ITER, mais je reviendrai sur certains aspects après. Alors, vous aviez posé une question sur l'organisation du projet ITER globalement. L'organisation du projet ITER, elle se fait à 3 niveaux. On a un niveau qu'on appelle, nous, international, qui est l'organisation ITER elle-même, d'accord, avec un conseil ITER et puis un management. Et donc, le management étant piloté par le directeur général d'ITER, Pietro Barabaschi, donc qui est responsable de la tenue des objectifs scientifiques du projet, de la construction et de l'exploitation de la machine, et qui est opérateur nucléaire. D'accord ? Donc l'organisation ITER est représentée par son directeur général et l'exploitant nucléaire de l'INB ITER créé en 2012. Il y a 7 membres, d'accord ? Donc ces 7 membres, c'est 6 pays et l'Europe. Donc on ne va pas vous les répéter, mais je pense que vous les connaissez. Et il y a associé à chacun des membres pour réaliser sa part de réalisation du projet, puisque je vous rappelle qu'une grosse partie du projet est apportée en nature par les membres, a mis en place ce qu'on appelle une agence domestique. Donc, il y en a une qui est particulièrement présente sur le site, qui est FORI, l'agence domestique européenne, parce qu'ils sont en charge de la construction des bâtiments. Donc, leur siège est à Barcelone, en Espagne, mais il y a une antenne à Cadarache avec de nombreuses personnes qui sont présentes sur le site. Donc, les membres, les agences domestiques sont les interlocuteurs uniques pour la fourniture en in-kind des composants pour le projet ITER, en vertu de ce qu'on appelle l'accord ITER qui gère l'ensemble de ces relations. Il y a un État hôte qui est la France. Donc, l'ITER se fait en France.
Et donc l'État Hauts-de-France participe au projet à deux niveaux, donc à travers l'Europe, puisque la France fait partie de l'Europe, mais aussi directement par des engagements spécifiques, puisqu'on est sur un site français qui a été mis à disposition par le CEA. Donc il y a ce qu'on appelle un HRFI qui est le responsable, Pour la France représentant pour la France auprès d'ITER. auprès d'ITER. Merci. Je disais il n'y a pas très longtemps que M. Jobé pouvait faire les trainings newcomer chez ITER. Il s'occupe de la coordination gouvernementale. Donc le HRFI, c'est l'administrateur général du CEA. L'administratrice du CEA. Et puis l'AIF, le CEA, donc le CEA, c'est ce qu'on appelle l'organisation haute, d'accord, qui est le bras armé de l'État Hauts-de-France pour la réalisation de ce support au projet ITER. Et donc, le CEA a mis en place une agence qu'on appelle l'agence ITER France, qui est en charge de ça. Donc ça, c'est l'organisation avec les trois, on va dire, groupes organisationnels. Un point qui nous a paru important, c'est la nouvelle politique ITER. Donc, fin 2025, ITER et les sept membres ont officiellement signé une nouvelle politique ITER en matière de sûreté, de sécurité, de qualité et de protection de l'environnement, qui est propagée au sein du projet et qui finalement précise ce que sont les engagements du projet dans ces quatre domaines fondamentaux. D'accord ? Donc pourquoi est-ce qu'on a mis ça en place? Parce qu'on voulait matérialiser l'engagement commun de tous les membres, le partage de cette politique qui est d'abord fondée sur la collaboration, mais aussi sur l'harmonisation des pratiques, quelque chose qui est important. Et puis, globalement, ce que met en place cette politique, c'est le renforcement de la responsabilité managériale. D'accord? C'est-à-dire, si je dois traduire en version un peu rapide, la sûreté, c'est pas uniquement pour les ingénieurs en charge de la sûreté, c'est pour tout le monde. Et les premiers qui doivent donner l'exemple, c'est les managers. Donc, c'est ce que dit cette politique, notamment. Sur le vue environnemental, ça implique quoi? Par exemple, pour essayer de... Alors, il y a tout un engagement, il y a tout un ensemble d'engagements environnementaux pour limiter au possible les nuisances du projet, d'accord? Donc, les nuisances dans la phase de construction, demain, dans les nuisances dans la phase d'exploitation, et après-demain pour le démantèlement, d'accord? Oui. Typiquement, cette année, dans le cadre de cette politique, on a un sujet, je ne sais plus si on l'évoque après, on a un sujet qui est autour du fait qu'on utilise énormément de systèmes de chauffage ou de refroidissement qui utilisent des gaz à effet de serre. Et donc, on a eu la volonté de renforcer notre politique autour des conséquences environnementales que peuvent avoir ces gaz-là. Donc ça, c'est propagé globalement dans le projet, d'accord? Et il se trouve qu'il y a une évolution de la réglementation européenne et que la SNR a envoyé un courrier pour préciser ce qu'étaient ses attentes en termes, puisqu'il y a une partie de ces installations qui sont sur le site de l'INB, de préciser ce que sont ses attentes en termes de limitation, mais aussi déclaratives autour de ces risques-là. Typiquement, ça, c'est ce sur quoi on a travaillé globalement avec les agences domestiques. Donc là, en particulier, c'est beaucoup l'agence domestique européenne, mais aussi l'agence domestique japonaise, qui fournit l'usine de CF6, qui est une des usines qui contiendra le plus de gaz à effet de serre, plusieurs dizaines de tonnes de gaz à effet de serre, d'accord, qui est un gaz qui est assez difficile. Ça touche aussi les transports. Alors ça, c'est actuellement, quand on regarde l'impact du projet ITER, c'est un des gros impacts, les transports, d'accord? Alors c'est un peu globalement, quand on fait les bilans carbone de toutes les entreprises, c'est souvent ça, parce que si on n'a plus de chaîne d'approvisionnement locale, quelle que soit l'industrie, ça veut dire qu'on le fait venir d'ailleurs et que du coup, il y a un coût important pour le transport. Donc là, actuellement, l'empreinte carbone du projet est beaucoup liée au transport, d'accord? Parce que quand on a des composants et des composants très importants qui sont envoyés de Chine par bateau, par exemple, ou d'Inde, ça a un coût, ou de Corée, ça a un coût important. Donc voilà. Donc là, actuellement, c'est le cas. Après, demain, on fait des efforts qui peuvent paraître marginaux, mais sur toute la partie empreinte carbone qui est liée au transport au sein des organisations, enfin de l'organisation et puis des agences domestiques. Alors actuellement, ça paraît un peu comme étant dans l'épaisseur du trait par rapport à ces gros transports, mais dans le futur, ça aura un impact plus visible. La nouvelle, donc l'autre sujet que vous avez souhaité voir évoquer ou réévoquer, parce que je pense qu'on en avait parlé l'autre fois, c'est finalement la nouvelle baseline. Donc baseline, c'est au sens du nouveau programme de référence du projet, d'accord,
qui est un projet, c'est un programme qui est mis en place directement enfin, qui est structurant pour l'avancée du projet. Et en lien avec ça, les autorisations progressives, et notamment les autorisations progressives accordées par l'ASNR. Donc, jusqu'en 2022-2023, l'approche qui était retenue, j'y viendrai tout à l'heure avec un schéma, c'était de fournir une démonstration de sûreté unique qui couvrait l'ensemble de l'exploitation du projet, même si l'exploitation du projet se faisait par des phases successives avec une montée en puissance, on va dire, de l'installation expérimentale. Là aussi, c'est un constat qui a été fait, on va dire, dans le cadre ou au moment de l'arrivée de Pietro, du DG actuel, Pietro Barabaschi, qui a fait le constat qu'il serait très difficile de fournir cette démonstration de sûreté unique, notamment parce qu'il y avait des incertitudes et que le REX, on y viendra tout à l'heure, le REX tiré des installations en cours de fonctionnement ne permettait pas des extrapolations évidentes qui auraient permis de faire des études permettant de réduire ces incertitudes. Donc les exemples, c'est la formation des poussières, la rétention du tritium, la génération de produits de corrosion activés, le calcul du transport des neutrons, les effets des neutrons sur l'électronique. Donc ça, c'est un dossier dont on a discuté, dont on est toujours en train de discuter avec l'ASNR. La formation d'hydrogène à la suite d'accidents de perte de réfrigérants, les études des transitoires des plasmas, les aimants supraconducteurs et leur comportement, globalement la fiabilité des équipements, ce qui n'est pas forcément un enjeu de sûreté, mais qui peut être, qui est évidemment important au titre de la protection des intérêts industriels, la maintenance de ces équipements, et puis globalement la maintenabilité des composants à l'intérieur de la chambre à vide et l'impact sur l'installation du bâtiment des cellules chaudes. Juste, je prends votre question bien volontiers, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que les niveaux des incertitudes sont très variables. Il y a des choses sur lesquelles on a peu d'incertitudes, d'autres sur lesquelles on a beaucoup plus d'incertitudes, mais on les a toutes rassemblées là, et l'idée, c'est de travailler sur toutes ces incertitudes progressivement. Je vous écoute, pardon. Juste, je reviens sur l'effet des neutrons sur l'électronique. Les gens m'avaient parlé d'un contrôle de la SN à l'époque. Comment ça évolue au niveau des blindages, des équipements, Alors, c'est un dossier qui mériterait presque une réunion. C'est un dossier compliqué, mais je vais essayer de résumer ça en quelques phrases et puis de vous donner un peu à peu près là où on en est, et notamment là où on en est par rapport, enfin, en tout cas, ce qu'est la vision d'ITER du dialogue avec la SNR là-dessus. Peut-être juste un point là-dessus avant, pour rappeler le cadre. Donc, il arrive parfois qu'on présente les suites d'inspection, pas de ce qu'on a présenté en lettre de suite d'inspection, et c'était l'une des demandes qu'on avait notamment. Il y a eu plusieurs demandes sur le sujet en suite d'inspection, et c'est comme ça que c'est arrivé sur le sujet à la CLI, en vous présentant les conclusions des inspections. Donc après, c'est à la main d'ITER de nous répondre. Ils ont commencé à répondre sur un certain nombre de sujets. J'y viendrai tout à l'heure. Il y a un gros dossier, ou du moins une échéance d'autorisation par la SNR, qui est ce qu'on appelle le point d'arrêt sur l'assemblage du tokamak. D'accord, je reviendrai tout à l'heure. C'est plus simple d'expliquer ça un peu plus loin. Donc. Et dans ce dossier-là, il y a une forme de reliquat de dossier qui est sur les marges qu'on a sur la tenue globale, la tenue structurelle du génie civil. Et dans ces marges sur la tenue structurelle du génie civil, il y a un dossier qui est sur les incertitudes qu'il y a sur des masses qui pourraient être rendues nécessaires par l'évolution du design. Et dans ce dossier sur les masses qui pourraient être nécessaires, il y a celle sur la protection des équipements. Ça n'a pas été levé, c'est toujours en cours. Je vais en dire un mot. Je vais dire, en tout cas, je vais vous donner la vision. Ce sera intéressant d'avoir la vision de la SNR, mais je vais vous donner la vision, en tout cas, côté exploitant. Donc, on a catégorisé. Donc, déjà, l'organisation ITER a pris des objectifs assez ambitieux pour de qualification des composants électroniques, y compris à des flux très très bas. On n'a pas une vision scientifiquement complètement éprouvée de ce qu'est un niveau de flux neutronique, notamment. On peut parler de fluence après, mais en tout cas de flux neutronique, c'est-à-dire plutôt de débit. À partir duquel on peut dire, là, il n'y a aucun risque pour aucune électronique. D'accord, on n'a pas ça. Donc, le parti qu'on a pris, c'est de prendre un seuil qui est considéré comme étant très, très bas. Et on a pris le parti de protéger toutes les électroniques qui peuvent être protégées pour qu'elles atteignent un flux qui est considéré, pour lequel on a une vraiment très, très bonne garantie qu'on sera capable de qualifier. D'accord ? Donc, ça, c'est toutes les électroniques qui peuvent être protégées. Donc, elles ont été intégrées. Et on a intégré, du coup, si je remonte le dossier que j'évoquais, qui est lié aux masses, et puis après à la tenue structurelle du génie civil et au point d'arrêt assemblage,
on a intégré toutes les électroniques, toutes les masses dont on pense qu'elles pourraient, avec des marges, des masses dont on pense qu'elles pourraient être nécessaires pour protéger ces électroniques si dans le design on confirme qu'on a bien besoin de toutes ces électroniques. Je remonte la chaîne, on en est là. Il y a d'autres électroniques, d'accord, pour lesquelles on n'a pas cette possibilité de faire du blindage lourd, qui est quand même le plus simple à faire, d'accord. Donc quand on ne peut pas faire du blindage lourd, bah là on a une décision à prendre. Soit on est capable de qualifier, soit on est capable de protéger avec du blindage léger, soit on est capable de tester et éventuellement de remplacer si jamais on a un problème. D'accord? Donc c'est ce qu'on est en train de regarder. Ce qui est important, c'est que si on parle soit de relocalisation, soit de test, soit de blindage léger, il y a d'autres opportunités, mais ça complexifierait la discussion. Ça n'impacte pas les masses, d'accord? Parce que le blindage léger, il n'impacte pas les masses du tokamak. Et donc, la vision qu'on a actuellement de ce sujet, c'est que ça fait partie de ce qu'on évoque, c'est-à-dire du fait qu'on va apprendre dans les phases progressives, mais on va aussi faire des tests dans les installations de fusion disponibles. Ce sont des phases séquentielles. Voilà, on va apprendre dans le futur, mais ça n'impacte pas le point d'arrêt assemblage de notre point de vue, parce que dans tous les cas, pour ces électroniques-là, on ne sera pas capable de mettre des masses importantes. Enfin, c'est pas pertinent de mettre des masses importantes. Tous les capteurs qui prennent les flux les plus élevés, c'est des capteurs qui sont directement positionnés en proximité, et mettre des masses serait dans tous les cas compliqué. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a découplé. Maintenant, quel est le sujet autour de l'électronique? On a un sujet autour des électroniques qui est sur la possibilité qu'une électronique soit atteinte de manière extrêmement ponctuelle par un neutron, d'accord? Pas que le neutron, mais en tout cas par un neutron, et que ça puisse conduire à une forme de défaillance provisoire de cette électronique-là, sans que le composant de sûreté qui utilise cette électronique soit lui-même défaillant, d'accord? Ça, on appelle ça une analyse fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on va regarder si finalement l'impact qu'un neutron peut avoir sur une électronique va finalement impacter la fonction de sûreté qui est ce qui nous intéresse. L'électronique en elle-même, c'est un sujet, mais ce qui nous intéresse, c'est la fonction de sûreté. Donc c'est ce sur quoi on travaille, on travaille actuellement. Et donc, une des choses qu'on va faire, c'est on est en train de discuter avec le CEVA pour tester dans West, c'est-à-dire le tokamak du CEVA, l'électronique pour vérifier et des vrais tests fonctionnels, c'est-à-dire de vérifier si l'électronique reste fonctionnelle sous le flux de West, d'accord, qui n'a pas les caractéristiques idéales en termes de flux, mais qui a quand même des caractéristiques très intéressantes. Et pour le coup, dans West, on peut étudier l'affluence, c'est-à-dire plutôt la dose intérieure. Je veux juste un point peut-être pour compléter. Nous, l'idée, c'était de rappeler que les exigences réglementaires disent que les équipements importants pour la protection, dont la sûreté, doivent être qualifiés. Et donc, on a rappelé cet aspect-là. Et donc, pour pouvoir démarrer, pour avoir une mise en service au sens nucléaire du terme, mise en service au sens du décret, eh bien, il faudra que les équipements qui vont utiliser et qui ont un intérêt pour la sûreté, style un capteur qui va détecter quelque chose qui ne se passe pas bien, eh bien, ça arrête la machine. Donc, on a la notion de contrôle-commande, mais qui va être supportée par de l'électronique. Donc, en fait, il faut que la chaîne, elle soit qualifiée, qu'on garantisse qu'elle fonctionne. Alors, ça peut être de la redondance, ça peut être de la protection, etc., etc. Mais nous, on veut être sûr qu'un système de sécurité fonctionne s'il y a des enjeux. Dans ce cas-là, vous êtes amené à couper des courants de quelle importance? Ça, c'est l'exploitant qui le met en place. Je prends un exemple, en fait. Je vais vous prendre un exemple. Parce que il y a un des sujets qu'on a regardé et c'est fourni par la Russie, ça s'appelle les pyrobreakers. En fait, c'est des systèmes de sécurité qui permettent d'évacuer l'ensemble de l'énergie dans les bobines. Et pour les bobines toroïdales, celles qui sont en forme de D, il y a 18 bobines toroïdales autour de la chambre à vide. Ces bobines sont les plus proches de la chambre à vide. Donc, on a des bobines et quelques centimètres après, on a la paroi externe de la chambre à vide qui est une barrière de confinement puisque ça protège et l'intérieur, le plasma, et entre les deux parois, il y a également de l'eau avec des produits d'activation et puis l'eau activée, il y a l'azote 17 également. Donc, l'eau, elle est radioactive pendant que ça fonctionne et quelques heures après. Et donc, pour protéger ça, eh bien, les bobines toroïdales qui sont les plus proches, en cas de claquage électrique, pourraient potentiellement impacter cette paroi. Donc, les systèmes de protection de ces bobines, ultime, il y a un système classique qui fonctionne, mais il y a aussi un système de dernière sauvegarde, on va dire, avec des charges pyrotechniques qui vont exploser.
Eh bien, ça, c'est commandé par de l'électronique qui va détecter s'il y a un souci dans une paire de bobines toroïdales et il faut que ça évacue l'électricité. En fait, c'est des courants très très forts pour qui alimente et là, il faudrait tout évacuer. Donc, cette électronique, notamment, qui est assez proche de la chambre à vide aujourd'hui parce que les pyrobreakers sont très près, parce que c'est lié à plein de choses, notamment, il faut qu'il y ait une vitesse. ITER a défini qu'il fallait que, dans le dossier notamment, qu'il fallait que ça se déclenche à une vitesse pour pas abîmer les bobines justement, donc il faut que ce soit très rapide. Forcément, il faut que le signal soit bon et pas trop loin, parce que sinon, eh ben, vous perdez aussi du temps. Donc c'est un exemple de contrôle commande d'électronique proche de la chambre à vide, potentiellement soumis à des flux neutroniques assez élevés. Nous, on veut la garantie que ça fonctionne et donc l'exploitant doit avoir un problème de qualification, de tests, d'essais divers et variés qui vont nous permettre, nous, de nous rassurer sur ce système va bien fonctionner. Ça, c'était c'est les analyses, la qualification et les analyses fonctionnelles que j'ai évoquées. Et donc, pour répondre à votre question, il y a des électroniques à courant faible, il y a des électroniques à courant, enfin des systèmes qui sont plus à courant fort, et tout ça, c'est pris en compte, évidemment. Donc, du coup, c'est écrit là, l'électronique, ça fait partie des choses sur lesquelles il reste des incertitudes, sur lesquelles on est en train de travailler. Il y a un programme de qualification qui va être lancé, mais de notre point de vue, ça enfin, du moins, ça n'impacte plus le dossier du point d'arrêt assemblage, puisqu'on peut continuer à avancer. Donc, cette démonstration progressive, c'est ça ce sur quoi on travaille, et c'est ce sur quoi on dialogue avec la SNR. Les explications de M. Hublé, très pertinentes par ailleurs, ne seront pas décomptées sur mon temps de parole, je pense. Merci. Le point suivant sur ce sujet-là, c'est que du coup, associé à cette nouvelle baseline, là, il y a une analyse de ce qu'avaient pu être les retards du projet ITER, qui ont des causes multifactorielles. Il y a eu un sujet significatif qui était lié à la pandémie de Covid-19, puisque évidemment, les équipements venant de l'étranger, il y a un moment où tout a été beaucoup plus compliqué. Enfin, ça a été compliqué de faire fabriquer les composants et puis après de les faire transporter. Des défis techniques aussi liés à la réalisation de composants uniques en leur genre. Donc là, c'est ce que vous avez sûrement déjà pu discuter sur les difficultés, notamment sur les secteurs et puis sur les écrans thermiques de ces secteurs-là. Et puis, la démarche d'autorisation par les autorités qui a généré des retards, même si c'est probablement pas le facteur le plus important. Donc, le nouveau programme, il prévoit un assemblage, une mise en service et une exploitation réaliste et fiable, d'accord? De fait, avec ce nouveau programme-là, on est basculé d'une période où on avait plutôt une accumulation de retard à une période où on est plutôt globalement en avance sur plus de 95% de tous les jalons, d'accord? Et notamment de tous les jalons qui sont structurants pour le projet. Donc le projet maintenant est plutôt très en avance par rapport à ce qu'était le timing prévu. Un démarrage plus précoce de la phase nucléaire d'ITER avec des premiers plasmas en deutérium-deutérium dans une configuration qui va minimiser les risques techniques, d'accord? Donc un des enjeux d'ITER, c'est de prendre des technologies qui sont éprouvées, de les mettre à grande échelle, d'accord? Et puis après de les tester tous ensemble. Et c'est ça qu'on va pouvoir commencer à tester lors de la phase dite SRO, donc qui est Start of Research Operation, le début des opérations de recherche. Puis après, une démonstration progressive de la sûreté pour 2 phases en deutérium et tritium. Une première phase dite DT1, dans laquelle on va faire des plasmas standards, d'accord? Mais on va faire moins de plasmas, peu de tests, puisqu'on va faire beaucoup d'analyses entre chaque test. Et donc, on va se retrouver à avoir une fluence, c'est-à-dire une dose intégrée, qui est liée à ce flux neutronique intégré, qui sera de l'ordre de 1% de la cible, d'accord? Et les 99% restants seront faits dans la deuxième phase DT2, qui sera elle-même construite en apprenant des phases précédentes. Après, il y a des éléments techniques significatifs. Le fait qu'il a été décidé de remplacer la première paroi en beryllium pour du tungstène, donc toute la première paroi sera faite en tungstène. Une augmentation de la puissance injectée et donc de la puissance qu'on doit récupérer par la fusion de 50 MW à 70 MW, et donc on récupérera 700 MW de 500 MW pour démontrer le fameux facteur Q supérieur à 10 entre la puissance produite par la fusion et la puissance utilisée pour chauffer le plasma. Une augmentation de la puissance du poste d'arrivée.
Alors, on a modifié un peu les moyens de chauffage, en fait. On optimise essentiellement les moyens de chauffage pour arriver à ça. Donc, on joue surtout là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de consommation de puissance élevée. On est plutôt dans une augmentation de puissance électrique initiale. Il n'y a pas beaucoup de changements sur le poste. Par contre, on joue sur les moyens de chauffage eux-mêmes. Et par contre, on a vérifié qu'on était capable d'extraire la puissance, les 700 MW au lieu des 500 MW à la fin. Et puis donc, une technique de boronisation pour protéger la première paroi en tungstène. Ça, c'est une technique assez standard pour les installations de fusion et qui est faite pour limiter les impuretés, piéger l'oxygène qui peut impacter le plasma et globalement protéger la paroi en tungstène. Alors ça se traduit par le schéma qui est là, que je vais vous expliquer, désolé à distance, mais grosso modo, la première... donc ça, c'est la première baseline avant 2022-2023. Vous voyez, je ne vais pas les détailler, mais il y a un ensemble d'étapes avant d'avoir une démarche d'autorisation par la SNR pour démarrer les opérations de la machine. Et là, on met toutes les phases d'opération. Donc une première phase qui était une phase de test aussi, assez similaire. Puis après, des phases en deutérium-tritium qui s'enchaînaient, tout ça avec une même autorisation. La nouvelle baseline, elle dit on démarre plutôt la machine, d'accord, avec une phase, d'abord un plasma non nucléaire, après un plasma nucléaire deutérium-deutérium. On teste la machine. Dans cette phase de test, on récupère tout un ensemble d'informations. On fait une partie de maintenance et puis on est amené à changer certains composants. Les composants qu'actuellement on n'est pas capable ou qu'on n'a pas le temps de designer, on va les changer à ce moment-là. Et on va produire une nouvelle démonstration de sûreté pour la SMR, permettra ensuite d'avoir l'autorisation de faire la phase DT1, donc la première phase deutérium-tritium avec une fluence de 1%, cible de 1% de la fluence totale. On va aussi apprendre, on va avoir une phase où on va faire des analyses de ce qu'est le comportement de certains composants. Potentiellement, on se donnera la possibilité de faire de la maintenance lourde. Et après, on fera une nouvelle autorisation, démarche d'autorisation pour la phase des tests. Donc, c'est une approche, on va dire, assez pragmatique d'autorisation progressive. Et donc, à partir de là, on a un planning qui est de démarrer la phase SRO en 2034, d'atteindre un optimum d'énergie de puissance magnétique injectée globalement en 2036, et puis après d'avoir les premiers plasmas de deutérium-tritium en 2039. C'est ce que donne le planning actuel. Un point d'information sur les dossiers en cours avec l'ASNR. Donc, une information qui est très récente, c'est que la chambre à vide a été exclue de la directive des équipements sous pression. Donc, ça, c'est une décision qui a été publiée récemment. Donc, la chambre à vide d'ITER, historiquement, et par mimétisme, on va dire, par rapport à ce qu'est le monde de la fission, comme l'a dit M. Vieublé, la chambre à vide, elle contribue à la première barrière de confinement. Et donc, il avait été décidé de considérer, à ce moment-là, une décision d'ITER, organisation, de considérer que cette chambre à vide était un équipement sous pression. Alors, pourquoi équipement sous pression? Si je regarde, si derrière, on a un schéma. Côté, tout ça, alors, on a celui-là. On va faire avec ça. Donc, on a un secteur là, si je ne me trompe pas. Là. Donc, en fait, le D, il y a une enveloppe. C'est une double enveloppe. D'accord? Il y a une enveloppe interne et une enveloppe externe. Et au milieu, on aura le vide dans le D. Donc, à l'intérieur, entre cette double enveloppe, on a de l'eau. Il y a une eau qui sert à la fois qui sert de refroidissement et qui contribue un peu à la protection neutronique des aimants. Et puis, il y a à l'intérieur, il y a des composants qui sont là pour augmenter la protection neutronique. Donc, cette double enveloppe, à l'intérieur, il y a de l'eau avec une certaine pression, d'accord, de l'ordre de 18 bars, à peu près à l'intérieur. Et donc, historiquement, il avait été considéré que ça, c'est un équipement sous pression. Sauf que quand on regarde la chambre à vide, d'accord, d'abord, c'est très très loin de ressembler à ce que sont les équipements sous pression standards qui sont des tuyauteries ou des réservoirs. C'est pas exactement vrai, c'est des équipements plus complexes, mais en tout cas, ça ressemble à ça. Et le deuxième point, c'est que la chambre à vide, et qui est le plus important, c'est que la chambre à vide, elle a été designée non pas pour résister à la pression, mais elle a été designée pour résister au chargement électromagnétique. D'accord ?
à la puissance, des forces électromagnétiques à l'intérieur. C'est pour ça que les deux enveloppes dont je parle tout à l'heure, là, depuis tout à l'heure, elles sont de 6 cm d'acier au grade, d'un acier inox qui est un acier conçu pour être très résistant, pour d'autres raisons aussi, mais qui est ça. Donc, ce que le nouveau DG d'ITER a demandé, c'est qu'on défende auprès de l'autorité de sûreté nucléaire le fait que la chambre à vide n'est pas un équipement sous pression, mais un équipement qui doit avoir ses exigences, ses propres exigences, et d'être capable du coup de défendre non pas une déclinaison directe de ce de ce que sont les exigences en termes, par exemple, de programme de management de la qualité des équipements sous pression, mais un programme qui soit dédié aux spécificités de la chambre à vide. Et donc, cette décision positive, a été rendue le 14 avril 2026, donc très récemment, par la SNR. Et la SNR, dans sa décision, a assorti sa décision de tout un ensemble d'exigences, des exigences de fond, des exigences démonstratives sur lesquelles on est en train de travailler. Le deuxième dossier qui est en cours et qui n'est pas complètement indépendant, même si du premier, c'est le dossier point d'arrêt d'assemblage, qui est un dossier, donc les points d'arrêt, ils ont été décidés dans le cadre du décret d'autorisation d'ITER. La démonstration à ce moment-là n'étant pas complètement aboutie, il y a eu tout un ensemble de demandes, il y a eu tout un ensemble d'engagements de la part de l'organisation ITER, et ça a été rythmé dans des prescriptions techniques de manière standard, mais il y a eu aussi ce qu'on appelle des points d'arrêt, c'est-à-dire des dossiers complets que ITER Organisation doit fournir à la SNR pour pouvoir lever ce point d'arrêt. Donc il y a déjà plusieurs points d'arrêt qui ont été levés. Celui qui est devant nous, là, c'est l'assemblage des secteurs. Pourquoi est-ce qu'il y a un point d'arrêt sur l'assemblage de la chambre à vide? C'est parce que la machine de levage qui permet de prendre les secteurs et de les amener, je la traduis de manière très explicite, mais qui permet de prendre les secteurs du bâtiment d'assemblage et de les mettre dans le puits, d'accord, elle lève 1500 tonnes et donc elle permet de lever un secteur. Donc dès qu'on a commencé à souder deux secteurs entre eux, on arrive à une situation où on a une certaine irréversibilité. Globalement, on a une irréversibilité. On a été capable, pour des raisons de réparation, de sortir des secteurs de la chambre à vide pour les réparer. Là, une fois qu'on aura soudé deux, on ne pourra plus les sortir directement, donc on sera sur une situation qui est beaucoup plus compliquée. Donc il faut qu'on arrive à lever ce point d'arrêt. Le dossier numéro 1, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure. Il est en lien avec une question qui était rémanente, qui était la tenue les marges existantes sur la tenue structurelle du génie civil. Donc celui-là, tout le dossier a été transmis et on attend le retour de la SNR. Et le deuxième dossier, il est spécifique, lui, vraiment à l'assemblage des secteurs, mais aussi au dimensionnement de la chambre à vide. D'accord ? Donc, ce dossier-là, nous prévoyons de l'envoyer en juin 2026. Donc, c'est le dossier sur lequel on est en train de travailler actuellement. Et celui qui a été envoyé en décembre 2024, donc pour l'instant, vous n'avez toujours pas de réponse. Non, on n'a pas de retour formel de la part de la SNR. Ce qu'on a, c'est que la SNR considère que, en tout cas pour cette phase-là, ils ont éclusé le dialogue technique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelles questions qui soient transmises. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de demande associée à ça, mais en tout cas, pour le moment, il n'y a pas de dialogue technique complémentaire sur ce dossier-là. Ces éléments, ils étaient attendus. C'est l'exploitant qui a souhaité séparer les dossiers, nous les transmettre plus rapidement pour que s'il y ait des blocages, on puisse réagir plus vite. Oui. Mais nous, on se positionnera sur l'ensemble, en particulier le dossier 2, puisque c'est le dossier 2 qui porte la demande. Ils vont nous demander l'autorisation de pouvoir assembler. Le supportage, l'électronique, etc., c'est lié au premier point d'arrêt qui était sur... on avait regardé si la structure génie civil était suffisamment aboutie et solide, tenir l'ensemble de la machine et suffisamment résistante. C'était le premier point d'arrêt qui avait été mis. Voilà. Alors, sachant que pourquoi ce point d'arrêt il est fondamental pour ITER, c'est parce que le projet est en avance. J'ai dit que le 5e secteur va être mis dans les prochaines semaines. On considère au niveau du projet qu'on sera prêt techniquement, ça veut dire qu'on ne va pas le faire, mais prêt techniquement à souder les secteurs en octobre 2027. D'accord ? Oui. Donc, à partir de l'année prochaine, on sera prêt à assembler la chambre à vide. D'accord ? Donc, avec cette accélération du dossier, la démarche d'autorisation s'approche du chemin critique du projet. D'accord ? Ce qui n'était pas le cas avant.
mais maintenant, elle s'approche du chemin critique du projet. Donc, c'est charge à nous d'anticiper les dossiers, charge à nous de faire des dossiers convaincants. Et évidemment, après, derrière, il y a le délai d'instruction de la SNR qu'on doit intégrer dans notre démarche. Le troisième sujet qu'on voulait évoquer, c'est la mise à jour de la décision qui a fait suite au décret d'autorisation de création d'ITER et pour lequel je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un ensemble de prescriptions techniques et d'engagements, d'accord? Avec la nouvelle baseline que j'évoquais, donc la nouvelle stratégie, ces prescriptions techniques-là, il faut les positionner selon deux critères principaux. Le premier, c'est quand elles seront nécessaires pour le projet, d'accord? Et le deuxième critère, c'est quand est-ce qu'on aura la capacité, nous, à fournir des dossiers suffisamment matures pour qu'ils soient intégrés par la SNR, c'est-à-dire en tenant compte de la stratégie d'apprentissage progressif. Ça fait l'objet ça fera, puisqu'on va l'envoyer en septembre de cette année, ça fera l'objet, donc c'est une décision vraiment importante, une demande de mise à jour d'une décision de la SNR vraiment importante. C'est un dossier qui est vraiment important pour l'organisation ITER et c'est un dossier qu'on soumettra, de demande de mise à jour, qu'on soumettra à la SNR, qui, elle, calera ça avec son calendrier d'expertise, évidemment, mais aussi sa vision de ce que doit être la stratégie d'autorisation progressive. D'accord ? Donc, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais ça représente beaucoup de travail parce que la SNR nous a fait une série de demandes à la fois sur le fond et sur la forme qu'ils veulent voir traitées dans le cadre de cette mise à jour de la décision. Le dernier sujet, non, pas de dernier sujet, enfin en tout cas le dernier sujet sur la partie sûreté nucléaire pure, c'est la mise à jour du rapport préliminaire de sûreté. D'accord ? Donc la machine, elle a évolué. Donc on avait fourni un rapport préliminaire de sûreté en support au décret d'autorisation. Là, on doit mettre à jour ce dossier ce RPRS, rapport préliminaire de sûreté. Et donc là, on a une progression nominale de l'écriture, sachant que la cible, c'est d'envoyer ça à la SNR en septembre de l'année prochaine. D'accord ? Donc c'est un dossier qui va être une pièce, pas unique, loin de là, mais qui va rentrer dans la démarche d'autorisation de démarrage de la machine, okay, et qu'on a souhaité, pour des raisons de dérisquage, anticiper fortement par rapport au démarrage, qui est donc en 2034 de la machine. Donc on a souhaité anticiper très largement cette fourniture-là. Autre dossier qui concerne l'environnement, un dossier qui concerne une demande de rejet direct des effluents liquides. Donc là, sur la phase de design et de réalisation, de construction du projet ITER, actuellement, on ne rejette pas nos effluents industriels et les eaux des systèmes de refroidissement. On ne les rejette pas directement dans l'endurance après éventuel retraitement et pour contrôle, mais on passe à travers les installations du CEA. Ouais, les installations du CEA cadrage. Donc pour le moment, on passe par là. Donc ça, c'est un sujet qui est un peu compliqué pour nous à gérer parce que les relations, on est quelque part captif de la capacité du CEA à gérer nos effluents. Donc on a souhaité faire une demande d'autorisation directe, d'accord, pour pouvoir avoir cette autorisation. Il faut qu'on change le périmètre de l'INB en intégrant dans le périmètre de l'INB les installations qui seront nécessaires à ces rejets. Ce qui n'est pas le cas. Une partie de ces installations, ce n'est pas le cas actuellement. Exactement. Modification de périmètre. Oui. Donc la modification de périmètre, c'est un périmètre administratif. Cette modification de périmètre administratif, elle fait l'objet d'un décret et il y a le projet de décret qui a fait l'objet d'une consultation publique, vous l'avez vu, et qui du coup, la consultation publique est terminée. Donc il y a un projet de décret qui a été, je pense, validé par tout le monde et qui est dans les mains du MSNR, donc de la côté mission sûreté nucléaire et radioprotection, avant émission qu'on attend dans les semaines à venir. Et le deuxième sujet, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est sur les gaz à effet de serre, d'accord, sur lequel il y a une grosse ambition du projet. Donc cette vision-là, puisqu'on a reçu, comme je l'ai dit tout à l'heure, une lettre de la SNR, donc le 15 avril 2025, qui précise un peu les ambitions que la SNR souhaite voir adoptées par les exploitants et les obligations déclaratives. Nous, ça avait été anticipé côté ITER et depuis, on va dire, mi-2025, travaille très fortement à sensibiliser l'ensemble des designers et l'ensemble des gens en charge de la réalisation et des programmes de maintenance pour minimiser ces risques de rejet.
Voilà pour les dossiers en cours. L'organisation de la sûreté nucléaire. Donc, l'organisation de la sûreté nucléaire, elle a évolué en octobre 2024, c'est ça? Donc, pour prendre quelque chose qui ressemble on va dire, un standard d'opérateur nucléaire, pourvu qu'il y en ait beaucoup, en phase de design et de réalisation d'une installation nucléaire. Donc, vous voyez la direction générale. Ce qui est important, c'est ce qu'on appelle au sein du CARE le département sciences et intégration. C'est les gens qui mettent en cohérence les objectifs scientifiques du projet avec l'architecture. Donc, c'est les architectes du projet qui mettent en cohérence ce que doit être la machine pour répondre aux objectifs expérimentaux. Et donc, à l'intérieur de ce département sciences et intégration, il y a les gens qui font ce qu'on appelle la sûreté nucléaire à la conception. C'est-à-dire ceux qui intègrent dans cette architecture globale ce que doivent être les exigences de sûreté et quels doivent être les moyens pour y répondre. D'accord ? Quelles doivent être les dispositions pour y répondre. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie de département très important d'ITER, de fait le plus important, c'est le département qui est en charge de la construction du projet. Donc, c'est les gens qui sont en train de construire ITER, d'accord ? Et donc, au sein de ce département-là, il y a tout un ensemble de programmes. Et au sein de ces programmes-là, on a mis en place des gens qui sont particulièrement compétents en sûreté nucléaire et qui sont en charge, non pas, comme je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé de la police, non pas en charge de la mise en œuvre de la sûreté nucléaire, mais qui sont en charge du fait que la sûreté nucléaire, l'ensemble des acteurs se l'approprient, d'accord ? Ça doit être l'objectif de tous, d'accord ? Donc eux, ils sont plus en charge de la déclinaison opérationnelle de la sûreté nucléaire dans la réalisation, dans le design des composants, etc. Okay ? Et le troisième corps, c'est celui auquel on appartient avec Marielle, qui est le département sûreté et qualité, dans lequel il y a une section indépendance de sûreté nucléaire. Donc nous, on est quelque part au sein, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on est une forme d'autorité de contrôle interne sur la sûreté nucléaire. Mais aussi sur l'environnement, protection de l'environnement, mais aussi sur la radioprotection et sur les équipements sous pression. C'est Gilles Perrier qui pilote ça. C'est Gilles Perrier le pilote, département, d'accord, dans lequel il y a aussi la qualité et puis ce qu'on appelle la sécurité conventionnelle et non conventionnelle. Et l'ensemble de ces structures-là, enfin en tout cas, la partie architecte et la partie construction est nourrie par une ingénierie de projet, qui est celle qu'on voit à droite, dans laquelle il y a une ingénierie en sûreté nucléaire, mais qui est un provider de ressources humaines et ressources techniques. Je vais accélérer parce que je ne vais plus pouvoir argumenter du temps pris par la SNR pour tenir mon délai. L'état d'avancement de l'assemblage du tokamak. Donc, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais les secteurs de la chambre à vide, on est plutôt très en avance au sein du projet. Donc, la Corée, les secteurs, ils sont fournis par deux membres, la Corée et l'Europe. D'accord ? La Corée a livré ces 4 secteurs et l'Europe a livré 3 des 5 secteurs. De fait, il y a un des derniers secteurs qui est en cours, qui est en train d'être noyé. Les secteurs livrés sont conformes ou ils doivent être encore Alors, il y a des secteurs pour lesquels il y a encore des besoins de réparation, d'accord, sur lesquels on fait des réparations. Donc finalement, c'est intégré dans le process, c'est-à-dire que les secteurs, ils arrivent, ils rentrent sur le site d'ITER, ils sont contrôlés, ils sont réparés si c'est nécessaire. Il y a encore des non-conformités sur les secteurs. Donc il y a encore des choses qu'on traite au niveau des secteurs. Certaines de ces non-conformités sont liées à au process lui-même, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il est difficile de contrôler dans le process, et donc finalement on a intégré la réparation comme faisant partie du process. Okay, donc ceux qui ne sont pas encore livrés sur le site ITER, c'est le secteur 3 et le secteur 2. Et il y en a un des deux qui a dû partir, je pense que c'est le secteur 3 qui est en cours d'acheminement. Le solénoïde central, bon là je vais peut-être aller rapidement, mais en tout cas, ce qui est important de dire, c'est que tout à l'heure j'évoquais chemin critique. Dans le chemin critique, il y a aussi toute la cinétique d'assemblage de la machine. Les assemblages sont tellement compliqués, on a l'impression, quand vous avez dû avoir l'impression quand vous êtes venu sur le site ITER, que la machine, enfin, qu'il y a beaucoup de place partout, qu'on a des bâtiments gigantesques, mais la réalité, c'est que la cinétique d'assemblage, c'est un des facteurs limitants. Enfin, c'est un des points qui est sur le chemin critique du projet, ce qui fait que si jamais on a une opération ou un secteur qui arrive en retard, évidemment, mais si on a une opération, il faut essayer de tout restructurer pour rattraper ce que pourrait être un risque de retard. L'assemblage, il n'est pas mal plein. Il est plein, il est extrêmement plein. Ouais. Donc, par exemple, le secteur 2, lui, il est carrément sur le chemin critique, c'est-à-dire qu'un jour perdu sur le secteur 2, c'est un jour perdu pour le projet. Donc, on doit gérer ça.
Ouais, alors peut-être les méthodes de sous-assemblage, je vais passer, je pourrais en parler un peu plus loin, l'occupation des zones d'assemblage aussi. Donc peut-être juste un rappel, assembler un secteur, là, comme l'a dit Monsieur Leblé, donc il y a deux aimants toroïdaux, c'est ce que vous voyez en bleu, le secteur c'est la partie que vous voyez en bleu clair, et puis ce qui est en rouge c'est les écrans thermiques. Donc c'est assembler tout ça, et vous l'aviez vu sur le site avec les SSAT qui sont les outils qui servent à faire ces assemblages. Ça, c'est le levage. Donc, voilà, ça, c'est le pont qui permet de lever 1500 tonnes, sachant qu'un secteur, c'est pas, ils sont pas exactement tous pareils, mais un secteur, c'est à peu près préassemblé. Donc, avec les aimants, c'est à peu près 1350 tonnes. On n'a pas une marge énorme si on ne pourra pas lever deux secteurs, c'est ça. Donc l'installation, le module secteur 7 a été installé en avril 2025, le 6 en juin 2025, le 5 en novembre 2025, le secteur 8 en janvier 2026. Et donc je vous ai dit le prochain dans les prochaines semaines. Je pense qu'on en avait parlé la dernière fois, mais la durée de préassemblage d'un secteur, de réparation préassemblage d'un secteur, c'était pour le premier 18 mois. Là, on est un peu en dessous de 6 mois. Donc on apprend aussi en marchant technologiquement. Les activités, donc il y a un ensemble d'activités dans le puits du tokamak que l'ASNR est venu contrôler la semaine dernière, qui sont des activités qui ne sont pas des activités irréversibles, je l'ai dit tout à l'heure, mais qui sont des activités qui permettent d'anticiper les travaux futurs. Notamment, une des activités qui est importante, c'est l'installation de ce qu'on appelle les supports gravitationnels des secteurs. C'est ce qui va permettre de positionner les secteurs. On a aussi des supports pour les aimants supraconducteurs, les aimants toroïdaux, et ce qui va permettre de les libérer, et notamment de libérer après la colonne centrale et d'enlever la colonne centrale une fois que tout aura été positionné et soudé. Alors, les méthodes d'assemblage des secteurs. Alors là, on va dire quelques mots. Donc, c'est des machines qui vont venir souder les secteurs, d'accord? Donc, souder deux secteurs entre eux, ça veut dire souder la paroi externe et souder la paroi interne. La paroi externe, j'aurais dû prendre cet exemple-là tout à l'heure. La paroi externe, elle est là, et la paroi interne, elle est là. D'accord? Donc, il faut souder les secteurs entre eux. Les secteurs, ils ne sont pas exactement joints. Entre les deux, on a des plaques qu'on appelle des space plates, des plaques qui vont venir emboucher l'espace et qui vont elles-mêmes être soudées. D'accord? Donc, pour ça, on va utiliser des robots. Donc, il y aura 5 robots qui vont souder en même temps, d'accord? Qui vont commencer par passer dans l'espace que j'évoquais tout à l'heure pour venir souder la paroi externe depuis l'intérieur, puis après vont venir souder la paroi interne toujours depuis l'intérieur. Pourquoi? Parce que la paroi externe n'est pas accessible à cause de l'encombrement. Donc on vient souder à l'intérieur. Donc c'est 5 robots et ils vont être soudés ils vont être soudés. Donc il y aura 3 fois 5 robots qui vont souder et ça va être soudé par 120 degrés. On va souder des entre-secteurs à 120 degrés. Et après, quand on aura fini de souder cela, on décale et on va décaler comme ça. D'accord? Ça, c'est pour permettre de maintenir l'alignement. Donc, pour souder deux secteurs sur les 6 cm d'épaisseur que j'évoquais tout à l'heure, c'est 20 passes de soudage. Donc, quand on aura fait 2 passes de soudage, on va venir caractériser la soudure. Et puis après, quand on aura fait les 20 passes, on va venir aussi caractériser la soudure. Et ça va être fait. Je sais pas si c'est un truc là-dessus. Ça va être fait avec ce qu'on appelle des LINAC, donc c'est des accélérateurs linéaires qui permettent, alors c'est des accélérateurs qui sont très haute énergie, qui vont permettre de caractériser dans la profondeur ces soudures. Et ces LINAC-là, c'est des appareils qui ont été designés, donc qui vont utiliser les mêmes structures, les robots là que vous voyez, ils sont montés sur des rails. Donc ils sont montés sur des rails pour pouvoir se déplacer. Et les LINAC vont aussi être mis sur les mêmes rails pour pouvoir se déplacer et venir faire les caractérisations. Donc, ces LINAC-là, ça demande des mesures de radioprotection spécifiques, d'accord? Pourquoi on utilise ces appareils-là qui sont très puissants? C'est pour gagner du temps, en fait. C'est-à-dire que les autres systèmes sont beaucoup plus lents en termes de durée de tir pour caractériser les mêmes soudures. Tout pourra être soudé par robot. Tout pourra être soudé par robot. Enfin, les secteurs entre eux pourraient être soudés par robot. Après, il y a d'autres choses qui ne sont pas soudées par robot, mais cela, oui. Juste un point. C'est comme la gammagraphie, ça a été souvent abordé au niveau de la CLI, que ce soit au côté cadrage, parce que les chantiers de gammagraphie, c'est quelque chose qu'on contrôle. Sauf que sur ITER, ils vont faire de la gammagraphie avec des sources. Ils ont le droit d'avoir des sources sur le site
pour faire de la radiographie des soudures. Là, c'est le même système, sauf que ce n'est pas des sources, mais c'est des équipements électroniques qui vont produire du rayonnement pour faire ces radiographies des soudures. C'est des accélérateurs. Donc ça présente des risques en fonctionnement. Par contre, après, il y a des dispositions particulières qui permettent de bloquer l'appareil et qui fait que l'appareil tel quel ne présente aucun risque. Ça, c'est les LINAC. Et il y a, donc ça c'est en cours de. Donc ça, c'est paru dans la presse. Donc la société qui a retenu, qui a obtenu ce contrat, c'est la société Westinghouse. D'accord. Dans le passé, il y avait des robots de soudage qui avaient été testés et la société Westinghouse est en train de se les approprier et les tester. Il y a un robot qu'on appelle Godzilla qui va être utilisé pour l'assemblage des pièces, lui, qui est un robot plus conséquent à cause de la taille des pièces à installer, et qui est un robot qui sera aussi essentiel parce que sinon on ne pourrait pas avoir d'instrument de levage qui permettrait d'installer les pièces les plus grosses à l'intérieur. Le retour d'expérience des installations de fusion, donc ça c'est un transparent qu'on présente classiquement avec les différentes installations, donc Tor Supra qui est en cours d'opération à Cadarache, ou CEA Cadarache, le JET qui est une installation qui a fonctionné en Angleterre, ITER et puis après les réacteurs de démonstration. Ce qui est important, c'est de dire qu'entre ITER et un réacteur de démonstration, celui qui servira à démontrer qu'on peut produire de l'électricité avec ITER, les différences ne sont pas extrêmement fondamentales. C'est une plus grosse machine, plus optimisée d'un point de vue industriel, mais il n'y a pas de différences fondamentales. Par contre, entre ITER et le JET et Tor Supra, là, il y a des différences, il y a quand même un step important. Alors, ces steps importants, si on regarde Tor Supra, ce que Tor Supra a réussi à montrer, donc Tor Supra, c'est des plasmas deutérium, d'accord. Ce qu'ils ont réussi, à montrer, c'est que on pouvait stabiliser un plasma en deutérium sur des durées très longues. Ils ont réussi à démontrer qu'on pouvait utiliser les mêmes technologies d'éléments de chauffage du plasma que celles qu'on prévoit de mettre dans ITER, et tout ça, ça a été démontré dans West. Le JET est la première installation qui a mis en œuvre des plasmas deutérium-tritium. Donc, ça veut dire qu'ils ont manipulé du tritium, d'accord. La différence par rapport à ITER, c'est qu'ils ont manipulé quelques grammes de tritium, d'accord. Mais ils ont fait des plasmas, on va dire, en deutérium-tritium, et là, ils ont réussi à montrer qu'ils pouvaient produire de l'énergie. Moins d'énergie que ce qu'ils ont injecté pour chauffer le plasma, ce n'était pas l'objectif, mais ils ont réussi à montrer ça. Et ce qu'ils ont testé aussi, c'est la capacité des matériaux de première paroi d'encaisser les flux thermiques. Donc ça a été testé dans West. ITER, le step, c'est d'avoir des plasmas avec des durées relativement longues, avec un inventaire de tritium significatif, plusieurs kilogrammes, d'accord. Et en termes de puissance générée par rapport au jet, on est à 10 millions de fois la puissance générée qui va être par rapport au jet. Donc on a des puissances qui sont beaucoup plus élevées, des flux qui sont et des énergies qui sont beaucoup plus élevées que ce que le jet a pu prédire. Et des mots, ça ne changera pas beaucoup. Alors pourquoi est-ce qu'ITER est important? Déjà parce que c'est une première de série, enfin un premier cas type pour l'ensemble des processus, mais aussi pour l'ensemble des systèmes, des principaux systèmes. Le cycle du combustible, le dimensionnement du tokamak, les aimants et les systèmes de refroidissement. Alors, le programme d'acquisition de connaissances, en parallèle de cette démarche d'autorisation par étapes, on a mis en place un programme d'acquisition de connaissances avec des connaissances qui vont s'accroître au fur et à mesure et qui vont être utilisées pour les dossiers de sûreté, mais aussi pour optimiser le fonctionnement de la machine. D'accord? Donc, on retrouve un programme qui est pré-SRO, c'est celui qui est en cours actuellement, c'est-à-dire c'est avant le démarrage de la machine. Puis après SRO, où on va apprendre réduire tout un ensemble d'incertitudes et apprendre sur le fonctionnement de la machine, DT1 et DT2. C'est cet esprit-là qui drive le projet. Si vous avez des questions, si vous voulez, il y avait une deuxième étape. Elle est annulée la deuxième partie ou pas? Il n'y a rien pas là, donc ah d'accord. Okay. Donc il y a le temps, il n'y a pas de souci. Bon voilà. Bon, après on parlait des modules de tests. Des TBM, mais c'est un peu en dehors du projet. Enfin, c'est dans le projet, mais c'est en dehors du projet. Si vous avez des questions, on peut peut-être répondre aux questions ou on peut parler des TBM comme vous voulez. Vous voulez décider. On parle des TBM rapidement. Donc les TBM, c'est donc un des objectifs d'ITER, on en a évoqué pas mal au fil de l'eau, plusieurs au fil de l'eau. Un des objectifs d'ITER, c'est de montrer en type
preuve de concept. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour développer un process industriel, mais démontrer la possibilité de produire du tritium en bombardant par des neutrons des matériaux et en particulier du lithium. D'accord ? Les installations de fusion futures, elles devront pouvoir être autonomes en tritium. Elles devront pouvoir produire en cours de fonctionnement le tritium qu'elles utiliseront. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les TBM. Tritium Blanket Module. Donc en fait, on va venir remplacer des modules de première paroi, donc les modules qui sont face au plasma à l'intérieur de la chambre à vide, par des modules spécifiques, d'accord, dans lesquels il va y avoir des composants, et notamment des composants qui vont permettre, par exemple, ceux qui fonctionneront avec principalement du lithium, mais qui vont permettre de faire circuler du lithium, de venir, de permettre le bombardement du lithium par des neutrons, et puis de produire du tritium et de récupérer le tritium. Ces éléments de première paroi, comme les autres modules de première paroi, quand on fera des placements en deutérium et tritium, ils devront être refroidis. Donc, il y a un ensemble de systèmes de refroidissement qui sont prévus pour faire ça. Alors, il y a une petite spécificité non négligeable de cette affaire-là, c'est que les TBM, c'est pas dans l'accord ITER. Les TBM, c'est apporté par les États membres. C'est des systèmes qui seront apportés par les États membres pour être testés dans ITER, d'accord ? Donc, il faut s'imaginer après ITER qui va fonctionner pas en phase vraiment SRO, même si, mais plus tard, à partir de la phase DT1, qui va fonctionner comme étant une installation dans laquelle on va pouvoir venir tester des choses et les membres d'ITER vont pouvoir tester des choses. Donc, une des choses que les membres vont vouloir tester, c'est la capacité à produire des... Alors, qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose du point de vue de l'opérateur nucléaire, parce qu'il n'y aura toujours qu'un seul opérateur nucléaire qui sera le décisionnaire, qui sera responsable des dossiers de sûreté, qui sera le décisionnaire. Ce que ça change, c'est par exemple sur la propriété intellectuelle. Les informations qui seront produites, à l'inverse du reste partagé, ça, ce sera propriété des États membres. Même si dans l'esprit d'ITER, l'idée c'est de partager, logiquement, ils auront la possibilité de ne pas partager. Donc là, vous voyez qu'il y a des projets. Chacun des membres, la Chine, l'Europe, l'Inde, le Japon, la Corée, la Fédération de Russie et puis les USA pour monter des projets de TBM. Donc il y en a qui sont très avancés, les technologies sont assez différentes, il y en a qui sont très avancées et d'autres qui n'ont quasiment pas commencé. D'accord ? Donc on devra gérer ça, sachant qu'on ne pourra pas mettre tous les TBM en même temps dans l'ITER, donc ce séquençage est quelque chose qui nous va bien. Donc il y a principalement deux technologies de refroidissement, soit avec de l'eau, soit avec de l'hélium. Il y a deux technologies de systèmes tritigènes. Donc, je disais que c'était très majoritairement du lithium qui est utilisé partout parce que c'est la réaction qui est la plus efficace. Donc, soit du lithium-plomb liquide, soit des céramiques lithiées, c'est-à-dire des céramiques dans lesquelles il y a du lithium intégré à l'intérieur. Et ça, ce sera utilisé dans deux cellules de traversée parce que, je le dirai tout à l'heure, il y a un ensemble d'équipements qui sont nécessaires. Donc, ça fait l'objet d'un projet spécifique qui est construit en parallèle du projet ITER, d'accord, même si évidemment l'organisation ITER est très largement impliquée avec les agences domestiques, et par contre il n'y a qu'un seul opérateur nucléaire, donc à la fin le décisionnaire c'est bien l'opérateur nucléaire, donc nous par exemple on est directement impliqués dans ces sujets-là évidemment. Alors le module de première paroi, c'est la face visible d'un système qui est beaucoup plus compliqué. Donc, le TBM lui-même, l'ensemble du TBM ressemble à peu près à ça, avec un module de première paroi qui sera mis devant, d'accord ? Là, le schéma, il est un peu trop compliqué, mais il y a tout un ensemble de systèmes auxiliaires qui vont être les systèmes qui vont servir à alimenter, à refroidir, à faire circuler les fluides, à récupérer le tritium, etc. Et tous ces systèmes-là, ce qu'on appelle nous les TBS, c'est-à-dire le Tritium Blanket System, c'est un très gros système à côté au regard de ce qui est simplement le module de première paroi lui-même. Donc, les TBM, ça aura une valeur expérimentale parce que les membres d'ITER vont vouloir caractériser pour vérifier quel a été le bon comportement et notamment si ça peut être amélioré, par exemple, du point de vue de la résistance à l'irradiation. Donc là, vous voyez en bleu donc le module de première paroi est là, et puis vous voyez les premiers systèmes auxiliaires, et puis après derrière vous avez tous les systèmes qui serviront à alimenter, d'accord ? Qui dans une future installation de fusion qui produira son tritium, il y aura une technologie qui aura été retenue et tous les systèmes auront été mutualisés, d'accord ? Là on est dans quelque chose où on a des systèmes assez différents, évidemment.
Donc ça, c'est l'exemple d'un des modules qui est parmi les plus avancés, qui est celui de l'agence domestique chinoise. Voilà ce qu'on avait prévu de vous raconter. On a été bavard, mais L'intelligence artificielle a amené à ITER. alors beaucoup de choses ou pas assez de choses, ça dépend comment on prend la chose. Donc il y a déjà dire qu'il y a un projet commun entre l'organisation ITER et l'agence domestique européenne sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Qu'il y a aussi un travail significatif qui est mené sur le pilotage des paramètres qui permettent de stabiliser le plasma. Je vais séparer les deux sujets si vous voulez bien. Le premier sujet, c'est un sujet qui est une application connue, pour y avoir travaillé moi-même, de l'intelligence artificielle, qui est la capacité de transformer un code, un logiciel d'évaluation d'un mode pronostic. Je suis dans un instant donné et je prévois ce qui va se passer dans le futur, ou dans un état donné, je prévois ce qui va se passer dans le futur, à un mode diagnostic, c'est-à-dire que j'ai des paramètres sur une situation donnée et j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. D'accord ? Donc ça, c'est le mode pronostic versus le mode diagnostic. Donc l'intelligence artificielle permet, par ce qu'on appelle les inférences, c'est-à-dire une compréhension de la structuration logique qui permet de prévoir les résultats, à inverser le modèle et le mettre dans l'autre sens. Pourquoi ça nous intéresse? Et ça a été testé aussi dans West, c'est que stabiliser un plasma, c'est quelque chose de très compliqué, d'accord? C'est d'ailleurs, du point de vue de la sûreté, en tout cas du point de vue de la stabilité d'un plasma, c'est pas un enjeu, parce que grosso modo, le plasma, si jamais il se passe quoi que ce soit, il va disparaître. D'accord? Donc l'idée, c'est d'arriver à le stabiliser durablement avec des paramètres. Et ça représente une espèce de recette de cuisine très complexe. Et cette recette de cuisine-là, jusqu'à là, elle était pilotée par tout un ensemble de diagnostics, mais aussi par des experts qui avaient cette connaissance-là, avec une connaissance progressive de comment est-ce qu'on arrive à stabiliser un plasma. Donc typiquement, un des gros apports de West, c'est d'abord de Cadarache, c'est d'abord ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour piloter un plasma et arriver à le stabiliser. Okay. À West, ils utilisent de plus en plus les codes de ce qu'on appelle les magnéto-hydrodynamiques, donc les codes qui permettent de prévoir le comportement d'un plasma en mode inversé pour pouvoir le piloter. Demain, une intelligence artificielle sera capable de piloter, du moins de fournir les informations sur ce que doivent être les ajustements de paramètres pour venir recaler un plasma qui aurait pu venir se déplacer un petit peu ou venir changer pour le reformer, pour venir Ça, c'est la première utilisation. La deuxième utilisation, c'est dans la gestion globale du projet. On utilise l'intelligence artificielle de plus en plus. Alors, au quotidien, nos activités, comme tout un chacun, mais peut-être plus que tout un chacun pour tout ce qui est notre gestion documentaire. Et puis après, pour tout un ensemble d'activités qui peuvent être, par exemple, comment est-ce qu'on peut mieux bénéficier des signaux faibles qu'on peut avoir traduits dans des bases de données. Par exemple, ça peut être tout ce que sont les signaux qui sont liés aux examens non destructifs. Un examen non destructif, c'est souvent examiné par un expert, en fait. Alors, ça peut être un système expert de type ordinateur, mais souvent, c'est un expert. Avec l'intelligence artificielle, ça permet de venir traiter toute une masse importante de données et de définir ce que sont les signaux faibles. Par exemple, tout à l'heure, j'évoquais les triggers, c'est des choses qu'on peut être amené à regarder. Après, on l'utilise aussi au quotidien, encore une fois, pour fonctionner. C'est deux applications un peu différentes. Question? Sur les sources de lithium, tu évoquais le lithium, c'est la seule manière d'en obtenir ou il y en a d'autres? Il y a d'autres techniques qui ont été recherchées. Le lithium, alors après, ça dépend de la forme dont on prend le lithium, c'est la réaction qui est la plus efficace. D'accord? Donc pour le moment, c'est ce qui est considéré comme étant le schéma le plus prometteur. Voilà. Après, on anticipe un peu le fait que ces technologies puissent évoluer dans le futur avec les recherches qui sont menées dans d'autres cadres qui permettent d'identifier d'autres matériaux potentiels pourraient bénéficier pour lesquels dont la fusion pourrait bénéficier. D'autres questions? Distance? Je vous remercie. Pour ma part, j'ai pas de questions. J'ai trouvé ça assez intéressant. C'était ma première, donc voilà, pour une première, ça va. Merci.
peut-être si je résume un peu, le projet avance plutôt vite, d'accord? On est en train de réfléchir à optimiser l'organisation du projet. On a une démarche d'autorisation progressive et cette démarche d'autorisation progressive, il y a une certaine pression parce qu'on est sur la phase on est sur une phase où ces autorisations pourraient rentrer dans le chemin critique du projet. On développe de plus en plus de nouvelles technologies et les grosses nouvelles technologies qu'on doit développer, entre guillemets, parce que c'est pas des technologies non plus extrêmement novatrices, c'est notamment pour souder les secteurs et puis pouvoir caractériser les soudures pour garantir que les soudures seront d'une qualité suffisante pour pouvoir avoir une bonne tenue structurelle de la chambre à vide. Donc les autres questions, c'était sur donc les dossiers en cours. Donc le premier, je viens d'évoquer le point d'arrêt sur l'assemblage. Le deuxième, c'est comment est-ce qu'on prend tout le paquet de prescriptions techniques et de demandes qui avaient été émises ou qui avaient été prises après le décret d'autorisation d'ITER et pour lesquelles il y a soit du retard, soit qui étaient pendantes un peu et qu'on essaie pas qu'on essaie, pour lesquelles qu'on va rééchelonner en fonction des besoins du projet et puis de la maturité. Et puis des sujets autour de la protection de l'environnement qui sont de plus en plus saillants et de la radioprotection aussi, comme on l'évoquait avec Monsieur Leblé, avec le fait que on utilise de plus en plus des systèmes performants qui demandent des dispositions de radioprotection avec toute une organisation sur lesquelles on travaille en interne et pour lesquelles on a une démarche aussi d'autorisation et de contrôle de la part de la SNE. Voilà. Il n'y a pas de présentation de la partie environnementale, c'est ça, dispersion environnementale. Dispersion, oui. Alors en fait, bon, j'ai un petit mail, je vais en profiter pour toucher deux mots, tant qu'il y a Pierre Juin en plus. Maya m'a là-dessus. Ce qui s'est excusé, il était malade. Ils sont éteints. Vite quand même. Voilà, donc il me demande de préciser que, je sais pas, Pierre, tu m'entends? Ouais, j'entends. Donc Alain me demandait donc de préciser en ce qui concerne la dispersion, parce qu'on en a parlé, ça fait des années qu'il en parle et qu'on en parle. Donc qu'on avait déjà fait, la dernière réunion qu'on a fait avec Alain Maya, donc il a arrêté la partie technique du document qui doit servir à préparer un appel d'offres qui doit être fait par l'administration de la CLI, autrement dit par Sylvie et moi, avec le président doit également, enfin, donc là je parle d'IREO, qui doit également préparer un courrier adressé au CEA. Alors ça, moi je transmets le message, je ne le comprends pas, mais pour demander la transmission du RPS, du RJH, pour avoir le détail du terme source. Je ne sais pas, en gros, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, il m'avait demandé de préciser ça à la SNR. Ok. Alors, dans le RPS, il y a effectivement les analyses de risque, mais je ne sais pas s'il y a un terme source très précis. Il doit y avoir une quantité d'activité qui est autorisée dans le DAC et redécrite dans le RPS. Mais par contre, le fait de dire, alors après, ça ne concerne pas trop ITER, mais le fait de dire il écrit un cahier des charges et charge à vous de le transmettre, le problème, c'est que ces cahiers des charges, depuis des années, voilà, ils sont... je ne sais pas comment les qualifier, mais il n'y a aucun bureau d'études qui peut s'aligner dessus, quoi. Parce que ça concerne de la radioactivité et que, bon, déjà, Atmosud a décliné. Voilà, c'est un signe. Donc, voilà, moi, je vous engage à demander à Maya de gérer son truc. Voilà. De rendre les trucs compréhensibles et d'en discuter, de ne pas faire les choses tout seul, quoi. D'en discuter avec les autres membres de la CLI, quoi, s'il veut arriver à quelque chose. En tout état de cause, oui, il y a un terme source en termes d'activité qui est décrit dans le rapport de sûreté. Ça, je laisse l'exploitant s'exprimer dessus, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse en faire beaucoup de choses tout seul, encore une fois. Mais ça, c'est ce qu'on lui explique depuis des années. Voilà. Pareil, appel d'offres en fonction du cahier des charges qui est terminé, on va dire, la dernière fois, il y a 3 semaines, un mois, je ne sais plus, la dernière réunion, pour voir si effectivement des bureaux d'études peuvent nous proposer quelque chose. Donc on va faire lancer plusieurs appels d'offres et on verra ce qu'ils nous répond. Mais... C'est ça, c'est pas tout le mettre un cahier des charges dans le circuit. Le tout, c'est qu'il y ait quelqu'un qui puisse répondre. Et ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il n'y a personne qui peut répondre à ces demandes. Donc, bon, la CLI peut mettre un énième cahier des charges
dans le système, mais je ne suis pas sûr que ça va faire avancer le schmilblick. C'est les transferts d'éléments, c'est transferts de particules. Oui. Radioactives ou pas. Non, si tu veux, c'est une étude de la dispersion, pas forcément sur. Si je peux faire valoir peut-être la voix de l'exploitant, ne pas sous l'univers VH. L'objectif, j'imagine, c'est de faire des calculs de dispersion et de calculer Modélisation, de modélisation Ouais. et de calculer des conséquences radiologiques. Oui. Alors, on ne sait déjà pas très bien s'il veut de l'accidentel ou du chronique. Du normal. Ouais. Donc déjà, ça part de là. C'est un sujet, je comprends que les bureaux d'études aient décliné, c'est un sujet compliqué, d'accord, sur lequel on peut faire dire beaucoup de choses, des évaluations de conséquences radiologiques. Il faut être très centré sur l'objectif qui est recherché, au-delà de, évidemment, fonctionnement normal et fonctionnement et situation accidentelle. On doit être très centré sur l'objectif qui est recherché, qui va dépendre, c'est drastiquement en quoi ces évaluations de conséquences radiologiques à quoi elles vont être utiles. Le deuxième point, c'est que ça demande des connaissances. Il faut propager la complexité des modèles et les incertitudes associées par bloc, d'accord? Parce qu'on peut avoir une très très grande variabilité des résultats si on tient compte, par exemple, d'une partie de la physico-chimie et qu'on néglige le reste, ou qu'on tient compte d'une partie et qu'on mésestime les termes sources. Donc voilà, la voie de l'exploitant nous permet d'explorer, c'est qu'il faut être extrêmement attentif et rappeler aussi que les conséquences radiologiques, c'est un marqueur de la sûreté et qu'il faut faire attention à ce qu'on veut leur faire dire. Donc après, on peut rester produit, mais je comprends que les bureaux d'études aient du mal à répondre. C'est aussi une visée universitaire, hein, je pense. Oui, on avait parlé aussi avec les universités, mais voilà, donc c'est. C'est pour ça que Claude, que je dis, et tu connais le sujet, un exploitant connaît bien les objectifs, une autorité connaît ses objectifs, maîtrise ses objectifs, que la CNIL veuille faire des calculs similaires, je trouve ça bien et utile, mais il faut viser plutôt ce qui serait des contre-calculs de jeux d'hypothèses, c'est-à-dire des critiques de jeux d'hypothèses et des contre-calculs, plutôt que des calculs stand-alone, enfin des calculs qui pourraient donner des résultats compliqués à interpréter. Je laisserai, si ça vise le RGH en priorité, je laisserai. Le RGH, c'est qu'il n'y a pas de. Je pense pas qu'il y ait une visée prioritaire. Hein. Ça concerne même ITER, mais à terme. Mais c'était vraiment pour coller, parce qu'on avait fait des études sur la qualité de l'eau, sur les nappes, alors la Durance elle-même, puis les nappes phréatiques qu'on avait sous les INV, notamment l'INV 56. Sous l'INV 56. Oui, l'INV 56. Et du coup, là, il ne restait plus que tout ce qu'on a fait la surface, on a fait les sous-sols, c'était tout ce qui était aérien, donc la dispersion atmosphérique. C'était l'idée de départ, mais c'est vrai que c'est pas encore bien arrêté, quoi. Il a raison, c'est-à-dire que c'est sûr que c'est compliqué. Oui. Tout à fait. Moins de ricard sur l'hypothèse. Exactement. Bien sûr. À distance, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci pour la présentation.